Monsieur, Bonjour. Vous êtes nouvelle, non? vous désirez voir quelqu'un? Eh bien, oui, je désire voir quelqu'un, en effet. Je ne serais pas contre le fait de dire quelques mots à ma femme. Bonjour, monsieur. Bonjour. Avez-vous une suite? Combien de temps comptez-vous nous honorer de votre présence, monsieur le comte? Difficile à dire. Ce qui m'amène à Londres est d'une nature encore imprécise. Avez-vous un fleuriste attaché à l'hôtel? Mais bien sûr, monsieur le comte. Parfait. Suite 37. Florence, chérie. Ah, Vous pouvez me dire ce que vous faites ici, Carrington? Florence ne veut pas vous voir. J'aurais cru que la lettre de son avocat était suffisamment explicite. mais je suis sûr que vous et moi voulons épargner à Florence l'embarras de partager nos petits secrets familiaux, n'est-ce pas? Allez-vous-en. Rupert, j'avais reconnu ta voix. Tu n'as aucun intérêt à lui parler, Florence, ni même à le voir. Mais je veux lui parler, père. Rien qu'un moment, je t'en prie. Comme tu voudras. Rien qu'une minute. Et ensuite qu'il prenne la porte. Il ne m'a jamais aimé. Vraiment? Je ne comprends pas pourquoi. Écoute, Florence, cette séparation, c'est bien toi qui l'as souhaitée. Rupert, la seule raison pour laquelle je voulais rester seule avec toi, c'était pour être absolument certaine que tu ne m'inspirais plus aucun sentiment. Voilà, c'est chose faite. Adieu, Rupert. Un instant, Florence. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Mais il se trouve que je suis en position difficile. Sur le plan financier, tu n'auras pas un sou, tu entends? Tu as assez profité de ma fortune, mais maintenant c'est fini. Tu n'aurais pas dû refuser de m'aider, Florence. Elle cotait combien en clôture hier à Sydney? Écoutez, les conclusions des experts géologues sont très bonnes. Je dirais même excellentes. Où les rumeurs ont-elles donc pris leur source? Paris? Et qui à Paris? Écoutez, Tommy, soyez prêt à passer à l'action. Quand le rapport va être publié, la cote remontera en flèche. Oui. Au revoir. Oh, vous vous rappelez ces actions que Sandy Hackett m'avait conseillé d'acheter? Des actions, lesquelles? Celles du groupe minier australien Yellow Creek. Il paraît que la société aurait découvert un filon extraordinaire. Alors là, vous m'étonnez. Elles sont tombées à 5 shillings. Et même 3 shillings 6 en clôture. Mais je croyais que vous ne vous intéressiez pas à la cote. En effet, Hastings, mais je m'intéresse à la psychologie. Et M. Hackett est ce que j'appelle un incorrigible optimiste. La seule fois que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, il m'a assuré avec une grande certitude qu'il ne pleuvrait pas ce jour-là parce qu'il se rendait à une garden party. En effet, je me rappelle. Et il est tombé des cordes. Un monsieur Gordon Halliday voudrait vous voir, monsieur Poirot. Gordon Halliday? Veuillez donc le faire entrer, mademoiselle Lemon. Gordon Halliday, le financier australien? Mais oui, le self-made millionnaire bien connu. Mais il est président de la Yellow Creek. Et ici, je lui demandais conseil. Hastings, je vous interdis de faire une chose pareille. Monsieur Halliday est ici pour prendre conseil, non pour en donner.
Monsieur Poirot, je vous sais gré de me recevoir sans Mais rendez-vous. je vous en prie, monsieur Hallyday, je vous en prie. En quoi puis-je vous être utile? Eh bien, il s'agit de questions d'ordre privé. Encore des fleurs de monsieur le comte, madame. Il s'obstine, décidément. Et que dit-il, cette fois? Combien je suis désolée d'être sans réponse de vous. Est-il donc possible que je sois sans cesse condamnée à prendre le thé seul si près de vous? Ayez pitié, mon adorable Florence, ayez pitié. Ah, il ne changera jamais. Enfin. Et si j'acceptais, pourquoi pas? Écoutez, monsieur Poirot, peu importe le prix, il faut me débarrasser de cet homme. Monsieur Hallyday, mon métier ne consiste pas à éliminer les gêneurs. Écoutez, il n'est pas seulement un Européen, monsieur Poirot, il est un Français aussi. Et ceux-ci sont capables du meilleur comme du pire. Vous savez, c'est très dangereux pour Florence. Tout le monde sait qu'elle est ma seule héritière. Ce qui a pour effet d'attirer partout où elle passe des oiseaux de proie. Et ce comte de Rochefort serait un de ces oiseaux. Oui, je l'ai compris dès que je l'ai vu tournoyer au-dessus d'elle dans le ciel à Paris. Florence avait vite été séduite par ses manières. J'avais eu du mal à l'empêcher de revoir cet homme. Et j'ai cru bien faire en cherchant quelqu'un de convenable dans la société anglaise. L'honorable Rupert Carrington. Ah oui, hélas, c'est revenu à tomber, comme dit la légende de Caribe dans Scylla. Et hier, alors qu'à peine remise de ses terreurs, voilà que réapparaît comme par hasard ce soi-disant comte. Descendu à l'Adelphi Hotel et dépensant une vraie fortune en rose. Monsieur Hallyday, mon métier ne consiste pas à recoller la vaisselle cassée. Je ne puis donc rien pour vous. Vous ne cessez de me dire en quoi ne consiste pas votre métier, monsieur Poirot. Essayez donc seulement d'ouvrir l'œil sur ce Rastaquouère pour moi. Vous n'avez pas d'enfant. Vous ignorez ce que c'est que d'élever une fille sans l'aide de qui que ce soit, sans femme pour vous donner des conseils, personne pour vous venir en aide. Eh bien, soit. Je vais, comme vous le souhaitez, ouvrir l'œil pour vous. Je peux vous dire où vous le trouverez dans la demi-heure qui suit. Et je suis persuadé que, sauf erreur, Florence s'y trouvera aussi. On donne à Covent Garden un spectacle qui fait un triomphe. Y êtes-vous allé? Non. Et cela ne me dit rien. J'ai mal supporté votre départ précipité, Florence. Mais aujourd'hui, je vous retrouve. Je regrette ce qui s'est passé à Paris. Mon père... Ah, votre père. Parlons-en de votre père. Peut-être va-t-il me voir sous un jour plus favorable, cette fois. Pourquoi? Qu'y a-t-il de changé cette fois? J'ai une situation. Je suis persuadé que la Banque nationale d'escompte de Paris me donnera du poids. Même à ses yeux. Eh bien, Stings, que vous dicte votre instinct à propos de notre client? Eh bien, peu de choses, à vrai dire. Il apparaît comme un mangeur de... Comme un Français typique. Je veux dire, un Français comme on se l'imagine. Ordinairement. Tout à fait, tout à fait. Un Français comme on se l'imagine. Des bons au porteur? Représentant une somme de 25 000 livres. Si la banque me fait confiance à ce point, pourquoi pas votre père? Et vous aussi? Pourquoi pas? Y aurait-il derrière tout cela une magistrale opération financière? Je vous parlerai demain d'un projet qui m'est cher. Non, pas demain, c'est impossible. Je ne serai pas à Londres ce week-end. J'ai accepté une invitation le mois dernier. Florence, me sera-t-il possible de me passer de vous pendant un long week-end quand je viens à peine de vous retrouver? Mais pourquoi ne pas m'accompagner à la gare de Paddington si cela peut vous faire plaisir? Je prendrai le train de 10h14 à Paddington, le Plymouth Express. Je changerai à Bristol.
Vous pourrez me souhaiter bon voyage. Et puis 3 jours seront vite passés, non? Quel bijou allez-vous emporter, madame? Oh, je ne sais pas encore. J'ai bien envie de tout emporter, je choisirai sur place. Croyez-vous que ce soit raisonnable? Florence, est-ce que tu... Mais tu ne vas pas apporter ce collier dans le train. Non, bien sûr. Je l'emporte avec le reste. Fermez les valises, Jane. Tu emportes tous tes bijoux? Papa, ne pourrais-tu pas une bonne fois pour toutes essayer de t'inquiéter pour moi? Sois gentil. Est-ce que tu veux bien l'aider? Vous êtes acheteur de 150 000 titres, comte? Oui, 150 000. De la Yellow Creek Mining Corporation. Que vous revendrez quand ils coteront 1 livre. C'est ma couverture. Porteur? Tenez, merci. Êtes-vous sûre de ne pas vouloir que je partage votre compartiment, madame? Tout à fait sûr. Vous trouverez bien une place. Vous attendez peut-être quelqu'un, madame? Pas du tout. Pourquoi voudriez-vous que j'attende quelqu'un? Pardon, monsieur. Est-ce que cette horloge marche bien?
Je l'ignore, mais je le suppose, madame. Monsieur Poirot est-il ici? Oui, monsieur, mais il est très occupé. Alors bon, alors ça suffit, Mais laissez-moi monsieur... passer. Il faut que je le voie. Ma fille a disparu, Poirot. Disparu, elle s'est volatilisée. Il faut absolument faire quelque chose. Alors calmez-vous, monsieur Hallyday. Me calmer, hein. J'étais sûr que quelque chose allait arriver. Expliquez-vous. Elle allait chez des amis pour le week-end. Sa camériste m'a appelé de la gare de Bristol où elles avaient une correspondance. À la dernière minute, ma fille est restée dans l'express sous le prétexte qu'elle avait affaire plus loin. Est-ce qu'elle a spécifié pour quel motif? Mais non, elle s'est contentée de dire qu'elle reprendrait le premier train pour Bristol et qu'elle repartirait. Alors, dans ce cas, pourquoi vous inquiétez? Mais cela remonte à plus de 3 heures, monsieur Poirot, et depuis, je suis resté sans nouvelles. Oui, je vois. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que la femme de chambre, quand elle l'a rejointe dans son compartiment à Bristol, l'a vue en compagnie d'un homme. Plymouth, le train de 12h14 en provenance de Paddington entre en gare, quai numéro 1. Plymouth, le train de 12h14 en provenance de Paddington entre en gare, quai numéro 1. Mais pourquoi, Poirot? Je cherche à comprendre, je n'y arrive pas. Mon cher ami, je suis vraiment désolé. Il faudra retrouver le meurtrier, monsieur Poirot. Ne regardez pas au frais, votre prix sera le mien. Mon ami, il ne sera pas entre nous question de prix. Croyez-moi, je n'aurai de cesse que le meurtrier soit livré à la justice. Et pour cela, il est essentiel que je puisse avoir un entretien, et aussitôt que possible, avec la bonne. Elle est dans la salle à manger. La police est en train de l'interroger. Encore une fois, je n'ai pas vu son visage. C'est quand même bizarre, avouez-le. C'est elle qui a fait en sorte que je ne puisse pas le voir. Elle se tenait devant la porte en arrivant à Bristol. Les bagages étaient déjà sortis dans le couloir. Je l'ai tout juste aperçu par-dessus son épaule et je ne l'ai pas vu de face. Vous n'avez vraiment rien remarqué? Je vous l'ai déjà dit. J'ai seulement vu qu'il était grand, qu'il avait un costume sombre et... Attendez, il me semble qu'il avait les cheveux bruns, mais... C'est vraiment tout ce que je peux vous dire, inspecteur. Bonjour, Poirot. Bonjour, Hastings. On m'a dit que vous étiez là. Une sale affaire, hein? Je dirais plus. Une véritable tragédie. Si vous le permettez. Mademoiselle, est-ce que vous pourriez me dire si sa silhouette vous a semblé familière? Non, pas du tout. Absolument pas, monsieur. Cela aurait pu être Monsieur Carrington, son mari. Je ne l'ai vu qu'une seule fois. Mais ça aurait pu être lui. Avez-vous déjà rencontré une personne qui se fait appeler le comte de Rochefort? Non, monsieur. Je vous remercie, mademoiselle. Donc, après avoir rapidement entreaperçu cet homme que vous n'aviez jamais vu avant, que s'est-il passé? J'ai déjà répondu. Madame Carrington m'avait dit qu'elle allait continuer jusqu'à Bristol, qu'elle en reviendrait aussitôt, et m'avait prié de l'attendre avec les bagages. Monsieur Hallyday a dit que Madame Carrington avait tous ses bijoux avec elle dans une petite mallette bleue en peau de chèvre. Vous ne l'avez pas descendue avec les bagages? Oh non, monsieur. Elle la conservait près d'elle. Qu'en pensez-vous, Poirot? Eh bien, je suppose que cette petite mallette bleue en maroquin n'a pas été retrouvée près du corps. Votre supposition est parfaitement correcte, mais ça n'est pas très significatif.
Quel que soit l'homme mobile qui a guidé le meurtrier, il faudrait être fou pour ne pas profiter de l'occasion et emporter la mallette. Mais il l'a peut-être fait pour dissimuler son vrai mobile. Taxi! Elle était morte depuis combien de temps quand on l'a découverte à Plymouth? Depuis 3 heures, d'après le docteur. Après Bristol, le train fait un arrêt à Weston et direct jusqu'à Taunton. D'après le légiste, elle a dû être tuée aussitôt que le train a quitté Weston, au plus tard, et peut-être même plus tôt. Vous voulez dire avant Weston, c'est Ah, ça? c'est possible. Le train pour Plymouth part de Paddington à exactement 12h14, n'est-ce pas? 12h14, oui. Hastings, que diriez-vous d'une promenade hygiénique du côté de Weston? On arrive à Weston. Et à la seconde près, exactement 15h25. Excellent. Et exactement 35 minutes après avoir quitté Bristol, heure à laquelle Mme Carrington était encore en vie. La question est celle-ci. Est-ce que Mme Carrington était encore en vie à l'heure où nous sommes? Et si elle était encore en vie, est-elle restée à sa place ou bien est-ce qu'elle est descendue du train pendant quelques minutes pour se dégourdir les jambes ou bien pour prendre l'air? Dans ce cas, quelqu'un l'a remarqué. Précisément. On pourrait peut-être interroger un porteur. Demandez Oui, la bien première. sûr. Demandez. Ah. Regardez. Demandez la première. Demandez. Demandez la première édition. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Non, merci. Non. Mais vous me semblez un garçon très observateur, jeune homme. Oui, c'est ce que ma mère me dit. Oui. Bon, dites-moi, est-ce que vous pourriez vous rappeler si hier, à cette même heure précise, vous auriez remarqué, descendant de ce train, une femme, une élégante jeune femme qui portait un chapeau et un manteau bleu foncé? Vous lui avez peut-être vendu un journal, d'ailleurs. Ah, vous Oui, parlez de rappelez-vous. l'Australienne, hein? Vous vous en souvenez? Bien sûr. Et vous pensez, si je me rappelle, elle faisait assez foin. 2 fois. Ouais. Elle a pas arrêté de me dire qu'elle voulait la dernière édition de mon journal, ou de n'importe quelle autre. J'avais que la première, et j'ai eu beau lui dire, elle voulait pas me croire. Elle continuait de réclamer la dernière, comme si sa vie était en danger. Oui, je vois, oui. Oui, bon. Et vous a-t-elle... vous a-t-elle donné la raison pour laquelle elle tenait tant à se procurer la dernière édition? Non, elle se contentait de répéter il va se mettre en colère, tout en regardant vers le train, comme si quelqu'un attendait qu'elle remonte. Et ensuite? Bah rien, elle a continué à marcher de long en large et a failli manquer le train. Comme il allait partir, elle a tout juste pu sauter sur le marchepied. Je vous remercie, mon garçon. Première édition, deuxième édition, troisième édition, dernière édition. Félicitations, mademoiselle Lemon. J'étais sûr que vous les trouveriez. Les difficultés sont faites pour être surmontées, monsieur Poirot. Les difficultés sont faites pour être surmontées. C'est l'expression même de la sagesse. Mon cher Hastings, nous allons nous partager cela de manière équitable et les examiner minutieusement. L'inspecteur Japp. Inspecteur? Bonjour. Eh bien, messieurs, vous lisez les offres d'emploi? Non, je plaisantais. Alors, vous avez questionné le crieur de journaux? Vous croyez y trouver un indice? C'est ce que nous essayons de découvrir, mon cher inspecteur. Je suis venu vous dire en passant que vous pourriez être sur la bonne piste avec ce Français.
Il a, paraît-il, quitté l'hôtel Adelphi vers 11 h hier matin. Une bonne heure avant le départ de l'Express de Plymouth. Et il n'est rentré qu'à 10 h le soir. Personne n'a idée de l'endroit où il a passé la journée. Nous l'avons toutefois surpris ce matin essayant de prendre le train. Il a bousculé l'inspecteur qui voulait l'interroger et il a tenté de s'enfuir. Nous l'avons rattrapé et il est en garde à vue. Cette histoire de journal n'a sûrement aucun rapport. Non, non, un instant, inspecteur. Et quand nous saurons pourquoi Madame Carrington était si anxieuse de se procurer la dernière édition, alors nous saurons pourquoi on l'a tuée. Et nous connaîtrons le coupable. Un autre scotch. Ça ne serait pas raisonnable, Monsieur Carrington, je suis désolé. Ça veut dire quoi, ça serait pas raisonnable? Eh bien, tout d'abord, je crois que vous avez assez bu. Et ensuite, il y a cette question de petites notes. Qui êtes-vous? Arthur Hastings. Et savez-vous qu'il refuse de me servir à boire, Monsieur Hastings? Ah, vraiment? Je vais peut-être avoir plus de chance. 2 scotch, je vous prie. Hier, la chance m'a souri, hein, Scott. Ah, me parlez pas d'un Scott. Et les courses. Je parie que vous avez joué dans la 3e. Et vous avez mis le paquet sur Highland Laddie. Oui, je dirais même le gros paquet. C'est toujours les mêmes qui ont de la chance. 48 contre 1. Moi, j'ai joué ma chemise sur Rising Star. Rising Star. J'ai risqué tout ce qui me restait sur ce tocard. Ma dernière chance. Ça a dû vous faire un choc en lisant les résultats dans la dernière. Un choc. Vous savez ce que je fais ici? C'est le seul endroit que je connaisse où mon bookmaker ne viendra pas me chercher. C'est pas... Non, c'est pas histoire d'oublier dans le whisky. D'ailleurs, je déteste boire, ça vous étonne? Pourquoi vous avez joué à Highland Laddie? Une sorte de pressentiment. C'est pour une raison, ça. Je déteste les gens qui ont des pressentiments. Merci. À votre santé, je vous aime bien quand même. Comment vous savez que je l'ai appris par la presse? Vous m'avez dit de ne pas être allé à la réunion. Moi, j'ai dit ça? J'ai vraiment pas eu de chance. Jusqu'à mon dernier sou. Ah oui, ça m'a fait un sacré choc. Ah, j'aurais peut-être pu me rattraper si seulement il m'était resté de quoi jouer. Et un bon tuyau. Vous ne connaissez personne qui aurait pu vous faire une avance? Personne, et maintenant, encore moins. Oh, j'aime mieux pas en parler. Je demande à voir le consul de France. Chaque chose en son temps, monsieur le comte. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un meurtre. J'ignorais tout de ce crime, inspecteur. J'en ai été bouleversé. Je suis beaucoup plus intéressé par ceci pour le moment. Monsieur Hallyday est ici. Faites entrer. Bien, monsieur. Monsieur Hallyday. Monsieur Hallyday, je suis aussi peiné que vous. Le comte de Rochefort a déclaré avoir vu votre fille pour la dernière fois en prenant le thé au Savoy mercredi. Ils ont bien pris le thé ensemble. Chose intéressante, quand on l'a interpellé, il avait cette mallette avec lui. Obligation au porteur. Mais ce que le comte se refuse à nous dire, c'est quelle espèce de transaction financière l'obligeait à introduire plusieurs milliers de livres d'obligations en Angleterre pour les remporter en France à peine 3 jours plus tard. Il les aura peut-être utilisés comme dépôt de garantie. De garantie pour quoi? Cela ne regarde que mes banquiers. Vos banquiers? Eh bien, parlons-en. J'ai pris contact avec eux. Ils aimeraient bien avoir de vos nouvelles. Puis-je savoir de quelle banque vous parlez, inspecteur? De la Banque nationale d'escompte de Paris. Ah, je commence à comprendre. Je devine pourquoi ils voulaient se servir de ces bons. Il y a une dizaine de jours, le bruit s'est répandu qu'un rapport d'experts géologues mettait en doute la découverte d'un nouveau filon dans mes mines. Et les actions ont plongé.
Il doit avoir fait un joli coup. Ce qu'il avait acheté à 3 shillings l'action, il l'a revendu aujourd'hui après la publication du vrai rapport sur la base de 20 shillings à la clôture. En prenant un bénéfice d'environ 100 000 livres sterling. Ce qui devrait intéresser la commission des fraudes. Des fraudes? Où est la fraude? Cette pratique est pourtant courante, non? Rien d'étonnant à ce que vous ayez été impatient de vous procurer la dernière édition. Remontée du titre Yellow Creek. Il avait, comme il l'a dit, joué sa chemise sur Rising Star. En apprenant qu'il l'avait perdu, il a demandé à Florence de le renflouer, elle a refusé, et la Ça suite y est, est Poirot, évidemment- le français a craqué, et je l'aurais parié. Il a finalement avoué qu'il s'était servi de Madame Carrington comme paravent, au cas où il aurait échoué. Non, c'est parce qu'il a perdu aux courses son dernier penny. Perdu aux courses, de quoi vous parlez? Robert Carrington, de Rising Star. rien à Il voir. a dit Carrington, que... Je vous en prie, mes amis, s'il vous plaît. Il m'est impossible de comprendre vos si ingénieuses hypothèses si je n'arrive pas à saisir un seul mot de vos arguments. Et écoutez, mon cher inspecteur, votre hypothèse, si je vous comprends bien, est que le comte de Rochefort voulait utiliser Madame Carrington en qualité de paravent. Si son affaire avait mal tourné, il lui aurait emprunté de quoi lui éviter d'avoir à négocier les titres. Il l'a volontiers admis. Mais l'affaire s'est finalement conclue. Alors pourquoi le comte aurait-il tué Madame Carrington pour s'emparer des bijoux? Quant à vous, Hastings, votre hypothèse est que lorsque Monsieur Carrington a appris que Rising Star était tombé à la dernière haie, il aurait alors demandé à sa femme de quoi échapper aux menaces de ses bookmakers. Et comme elle refusait, il l'a tuée pour la voler. Exactement. Alors dites-moi, Hastings, pourquoi Monsieur Carrington se serait-il réfugié dans son club, où il s'est mis à boire plus que de raison, paralysé de peur, à la seule idée de ce que pourraient lui faire ces bookmakers s'ils le retrouvaient? Non, ces hypothèses gratuites et hasardeuses ne tiennent pas. L'ordre et la méthode doivent seuls nous conduire. Bien. J'ai donc consulté l'admirable fichier de Mademoiselle Lemon. En conséquence, inspecteur, avec 4 de vos meilleurs hommes, rejoignez-nous à cet endroit à 9 heures. Retrouvez les bijoux et vous trouverez l'assassin. Qu'est-ce qu'il fait? Il rien. Il frappe à la porte. Attention, quelqu'un répond. Il est entré. J'aimerais savoir ce qu'il nous prépare. Je n'ai pas bien saisi le but de cette visite, monsieur. Un ami m'a conseillé de prendre contact avec vous. Un ami? Quel ami? Il préfère conserver l'anonymat. Bon, voyez-vous ça. En général, cela m'inspire de la méfiance. Mon ami serait acheteur de bijoux, de joyaux. On trouve des joyaux partout. Vous n'en seriez pas un vous-même? Vous êtes très subtil, monsieur. Bon, soit. Vous avez peut-être entendu parler de ce vol qui a été commis avant-hier dans le Plymouth Express. Je ne nie pas les faits divers. Vous êtes un sage, monsieur. Il y a du sang sur ces joyaux. Ils seront difficiles à revendre. Vous êtes une bien curieuse personne. Qu'êtes-vous, au juste? Monténégrin, polonais? Belge, monsieur Mackenzie. Vous savez qu'il va falloir dessertir les pierres et que l'or sera fondu. Celui qui tentera de les négocier ne pourra en tirer qu'une très faible partie de leur valeur. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Monsieur, je ne sais pas qui.
Mon ami est un collectionneur très éclairé. Il n'est pas un homme tatillon. Cela lui serait égal que les bijoux lui soient vendus dans leur état d'origine. En fait, il préférerait cela. Cet ami qui vous a donné mon adresse se sera sûrement trompé. Je ne fais pas ce genre d'affaires. Je vois. Je suis désolé, je ne peux vraiment rien pour vous. Réfléchissez-y quand même, monsieur Mackenzie. Qu'est-ce que ça a donné? C'est notre homme. Il nie être au courant de quoi que ce soit, mais j'ai vu sur un porte-manteau la copie exacte du vêtement que Madame Carrington portait quand on l'a assassiné. Pourquoi faire une copie exacte? Pour en revêtir sa complice à Stings. J'ignorais qu'il avait une complice. Ça allait pourtant de soi. Et c'est grâce à cela que j'ai pu le repérer. Bon, suivez-moi. Police, ouvrez cette porte. Ouvrez! Allez-y, renfoncez-la. Je voudrais vous parler, monsieur Hallyday. Vous n'étiez pas le bienvenu quand ma fille vivait, à présent vous l'êtes moins encore. Ça m'est égal de vous plaire ou pas. C'est une affaire entre vous et votre conscience. Mais tout cela ne serait pas arrivé si vous n'aviez pas monté Florence contre moi. La seule chose qui se soit immiscée entre vous et Florence était votre nature. Quand elle vous a vu tel que vous êtes. Non, comme vous, monsieur, désiriez qu'elle me voie. Vous vous êtes toujours mis entre nous. Oui, qu'y a-t-il, mademoiselle Mason? C'est un inspecteur de Scotland Yard, monsieur, et plusieurs autres personnes. Est-il vraiment nécessaire de parler de tout cela? Oui, je crois qu'il le faut, monsieur Hallyday. Comme vous voudrez. Eh bien, je vous écoute. Mais je ne comprends toujours pas l'importance de cette affaire de journal. Je n'y ai d'abord rien compris moi-même. Pourquoi Florence était-elle si pressée de se procurer la dernière à tout prix? Oh, je vous en prie, mademoiselle, permettez. Peut-être parce que son compagnon était un homme impatient de connaître le résultat d'une certaine course à Ascot. Merci, mademoiselle. Ou peut-être parce que son compagnon était un homme impatient de connaître les cotations en clôture de certaines valeurs en bourse. Absurde. Je me suis torturé le cerveau. J'ai agité dans tous les sens mes petites cellules grises. Pourquoi est-ce que Florence Carrington était impatiente de se procurer l'édition du soir? Et vous avez trouvé la réponse? La réponse, mais la réponse, mon bon ami, c'est qu'elle ne l'était pas. Et quand cette idée m'est venue à l'esprit, tout est devenu parfaitement clair. J'ai su qu'on avait tué Florence pour lui voler ses bijoux, et j'ai fait le rapprochement avec l'homme qui l'avait tué.
Comment cela? Eh bien, l'homme que je cherchais devait être un voleur professionnel. Un être capable de tuer sans pitié une femme innocente pour en arriver à ses fins. J'ai fait des recherches dans le fichier de Mademoiselle Lemon. Et qui ai-je trouvé? Un voleur de bijoux connu de la police, sous le nom de Mackenzie. Le plan concocté par le voleur consiste à faire croire que le vol des bijoux n'est pas la cause principale du meurtre qui va être commis. La couleur est très ressemblante. Florence Carrington a choisi d'emporter ses bijoux avec elle et voyage seule dans le Plymouth Express. Monsieur Mackenzie est monté dans le même train à la gare de Paddington. À l'approche de Bristol, il se dirige vers le compartiment de Florence. Le train s'arrête enfin à Bristol. Monsieur Mackenzie descend alors du train, en emportant non seulement les bijoux, mais aussi les bagages de Madame Carrington. Et si une personne était entrée dans le compartiment au moment où le train repartait, elle aurait pu voir Madame Carrington bien vivante. En réalité, en arrivant à Weston, une femme descendit sur le quai et mena grand tapage, réclamant à corps et à cri la dernière édition, dans le but de se faire remarquer du crieur de journaux. Mais voyons, Poirot, le médecin a dit qu'elle était morte avant que le train atteigne Weston, peut-être même avant Bristol. Précisément, mon ami. Comment est-ce donc possible? Croyons-nous donc aux fantômes? Non. Non, n'est-ce pas? Ce n'est pas Madame Carrington que l'on vit dans le train. Ce n'est pas Madame Carrington qui fit tout ce fracas sur le quai. C'était la complice de Monsieur Mackenzie, portant le même manteau bleu. Tuer un être humain est déjà un acte horrible. Mais il devient pire que tout quand cet être humain est une femme sans défense que l'on poignarde de sang-froid. Tu fais vraiment très grande dame. Imaginez ses yeux remplis d'épouvante, cherchant dans les vôtres une lueur de pitié. Imaginez la lame du poignard s'enfonçant lentement entre ses côtes. Et voyez le cœur de pierre que doit avoir la complice de Monsieur Mackenzie. Une certaine Grace Kidd, que Madame Carrington avait récemment engagée sous le nom de Jane Mason. Dites-moi, mademoiselle, était-il absolument nécessaire pour vous emparer des bijoux de cette pauvre femme de commettre un meurtre? N'y avait-il aucun autre moyen? Le monstre! Ces bijoux nous auraient mis à l'abri pour tout le reste de notre vie. Pourquoi courir un risque? Bon, en voilà assez. Qu'on l'emmène. Pauvre Florence. Pauvre chère Florence. Nous les avons retrouvés chez Mackenzie, monsieur Hallyday. Ce n'est pas à moi. Je connais les termes du testament de ma fille. Ils appartiennent à cet individu. Non. Non, je n'en veux pas.
Je ne tirerai pas profit de la mort de Florence. C'est bien triste. Bien triste. Je crois que je vais me retirer. Ah, vraiment, vous en êtes sûr? Vous n'êtes pas un meurtrier, monsieur le comte, mais vous êtes un escroc. Accompagnez-moi à Scotland Yard. Cher monsieur Poirot, je vous exprime ici ma profonde gratitude pour tout ce que vous avez fait. Vos qualités professionnelles et humaines m'ont été tout au long de cette pénible épreuve du plus grand réconfort. J'espère pouvoir retrouver avec le temps la force de reprendre goût à la vie. Je vais repartir chez moi, en Australie, où je retrouverai tous les souvenirs d'un passé heureux et mes anciens compagnons qui m'aideront à surmonter ma peine et ma solitude. Pauvre monsieur Hallyday. Il dit dans sa lettre qu'il va retourner en Australie, noyer sa peine dans le travail et essayer d'oublier. Il s'est montré d'une extrême générosité. Le pauvre homme.